Le 25 octobre 1944, à 6h58, les veilleurs à bord de l'USS Samuel B. Roberts repérèrent 4 cuirassés japonais émergeant à 24 km au nord-ouest, alors que l'escorteur d'escadre faisait route au large de l'île de Samar, aux Philippines. Le Roberts déplaçait 1745 tonnes avec 2 canons de 127 mm et un équipage de 224 marins qui étaient ensemble depuis exactement 5 mois et 27 jours depuis sa mise en service. En tête de la formation ennemie se trouvait le Yamato, le plus grand cuirassé jamais construit, déplaçant 72 000 tonnes avec 9 canons de 460 mm capables de tirer des obus de 1450 kg à 40 km. Le lieutenant-commandé Robert Copeland saisit le micro de l'interphone et informa son équipage de la situation. Une importante flotte japonaise avait été contactée à 24 km. 4 cuirassés, 8 croiseurs, de nombreux destroyers, tous se dirigeant directement vers la task force américaine. Copeland leur dit que ce serait un combat contre des chances écrasantes, dont on ne pouvait pas espérer survivre. Il ferait le plus de dégâts possible. La force centrale japonaise se composait de 23 navires de guerre, 4 cuirassés, 6 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers, 11 destroyers. Tonnage total, 200 000 tonnes. En face, 6 porte-avions d'escorte américains conçus pour la lutte anti-sous-marine, protégés par 3 destroyers et 4 escorteurs d'escadre. 7 petits navires. Tonnage total, 25 000 tonnes. Les Japonais avaient un rapport de force de 8 contre 1. L'amiral William Halsey avait emmené tous les cuirassés américains vers le nord pendant la nuit, poursuivant des porte-avions japonais. Il avait laissé la Taffy 3 seuls au large de Samar. Les services de renseignement américains avaient signalé que la force centrale japonaise se retirait après les attaques aériennes de la veille. Ils ne se retiraient pas. À 3 heures, ils avaient traversé le détroit de San Bernardino sans être détectés. Maintenant, ils étaient là, se rapprochant à 55 km par heure. Les porte-avions d'escorte pouvaient faire 33 km par heure maximum. Ils ne pouvaient pas distancer les cuirassés. Jusqu'à présent, dans la guerre du Pacifique, 53 escorteurs d'escadre avaient été mis en service. Aucun n'avait jamais affronté des cuirassés ennemis. La doctrine prévoyait de protéger les convois contre les sous-marins, pas de charger des cuirassés. Au cours des 3 mois précédents, les forces navales japonaises avaient coulé 4 porte-avions d'escorte américains lors de la bataille de la mer des Philippines. Le taux de survie standard pour les équipages de porte-avions lors d'actions de surface était de 40%. 1200 marins étaient morts dans ces engagements. À 7h05, l'amiral Clifton Sprague ordonna à son écran d'attaquer. 3 destroyers firent route vers l'ennemi, le Johnston, le Hoel, le Herman. Derrière eux venaient 4 escorteurs d'escadre. Le Roberts était le dernier de la ligne. Ils avaient quelques minutes avant que les canons japonais n'ouvrent le feu. Dans les entrailles du navire, l'ingénieur en chef, le lieutenant Lloyd Trowbridge, entendit l'annonce de Copeland à l'interphone. Les règles de la marine limitèrent le Roberts à 44 km par heure. Des dispositifs de sécurité empêchèrent les chaudières de dépasser les spécifications de conception. Trowbridge se dirigea vers le panneau de commande principal et commença à contourner tous les systèmes de sécurité que la marine avait installés. Son équipage regarda. Personne ne parla. Ils comprirent. 44 km par heure ne suffirait pas. À 7h16, le Johnston ouvrit le feu le premier. Les obus tracèrent un arc vers la flotte japonaise. L'ennemi riposta immédiatement. Des obus de 356 mm du cuirassé Kongo. Des colonnes d'eau s'élevèrent à 60 mètres de haut. Le destroyer disparut dans la fumée. À 7h23, le Roberts fit route vers l'ennemi. Copeland ordonna la vitesse maximale. Les modifications de Trowbridge poussèrent l'escorteur d'escadre à 52 km par heure, 7 km par heure de plus que les spécifications de conception. Le navire vibrait, le métal gémissait. Les manomètres de pression de vapeur montèrent dans la zone rouge. Personne ne s'en souciait. La vitesse, c'était la vie. La flotte japonaise s'étendait sur 16 km d'océan. Le Yamato avançait au centre. Le croiseur lourd Chikuma menait le flanc droit, 13 km devant le cuirassé. Le croiseur Tone suivait 3 km derrière le Chikuma.
Sur la gauche, les croiseurs Aguro et Chokai se rapprochèrent des porte-avions américains. Entre eux, les destroyers formaient une ligne d'écran. Le Roberts devait pénétrer cet écran, atteindre la portée des torpilles, tirer, s'échapper. La portée des torpilles était de 4500 mètres, 2,8 miles. Les 3 torpilles Mark 15 du Roberts pouvaient parcourir cette distance à 85 km par heure. Mais s'approcher à moins de 4500 mètres signifiait traverser une zone battue par les obus de navires capables d'atteindre des cibles à 23 km. Le calcul était simple. Pour chaque mile que le Roberts avançait, les Japonais pouvaient tirer l'équivalent de 5 miles d'obus sur lui. À 7h32, les obus commencèrent à tomber autour de l'escorteur d'escadre. Des projectiles de 203 mm du croiseur lourd Shikuma. Des marqueurs colorés dans les gerbes aidaient les observateurs japonais à suivre leur visée. Un obus atterrit à 45 mètres sur bâbord avant. Un autre frappa à 18 mètres sur tribord. Les colonnes d'eau dominaient le mât du navire. Copeland ordonna la barre tout à gauche puis tout à droite en zigzag. Garder l'ennemi dans l'incertitude, faire travailler leur télémètre. Le capitaine de tir, le lieutenant J.G. William Burton, se tenait dans le poste de tir du canon avant de 127 mm. Son équipage s'était entraîné pendant 6 mois, avait tiré des milliers de cartouches d'exercice, jamais contre des cuirassés. Le canon avant pouvait tirer 15 coups par minute avec un équipage entraîné. Burton avait un équipage entraîné. Il avait aussi un total de 608 obus, 304 par canon. À 15 coups par minute, cela lui donnait 20 minutes de tir continu. S'il ne conservait pas ses munitions, le Roberts serait à sec avant la fin de la bataille. L'équipage du canon de Burton se composait de 10 hommes, chargeurs, refouloirs, artificiers, régleurs de fusée, pointeurs en direction, pointeurs en site, chefs de pièce, 3 manutentionnaires de munitions. Âge moyen, 22 ans. 2 n'avaient jamais été au combat avant ce jour. Les 8 autres avaient combattu lors de contacts avec des sous-marins. C'était différent. Les sous-marins ne ripostaient pas avec des obus de 356 mm. À 7h38, Copeland annonça par interphone qu'il se rapprochait pour l'attaque à la torpille. Le Roberts était à 6400 mètres du Chikuma. Encore trop loin. Copeland devait parcourir encore 1800 mètres, 2 minutes de plus à 52 km par heure, 2 minutes de plus d'obus tombant autour de son navire. Un seul impact direct d'un obus de 203 mm pénétrerait le blindage mince du Roberts, détonnerait à l'intérieur, tuerait tout le monde dans ce compartiment. Le poste de tir avant avait un blindage en acier de 9,5 mm conçu pour arrêter les éclats, pas les obus de 203 mm. Si un obus touchait directement le poste, les 10 hommes à l'intérieur mourraient instantanément. À 7h40, le Roberts franchit la distance de 4500 mètres du Chikuma, la portée de torpille. Copeland ordonna le tir des tubes. 3 torpilles Mark 15 furent lancées du côté tribord. Des sillages blancs tracèrent l'eau à 85 km par heure. Temps de parcours jusqu'à la cible, environ 2 minutes. Les torpilles filèrent chaudes, droites et normales. Le Roberts inversa immédiatement sa route, barre tout à gauche, pleine vitesse pour s'éloigner de l'ennemi, disparaître dans l'écran de fumée avant que les Japonais ne puissent le suivre. Le guetteur du Chikuma aperçut les sillages des torpilles. Le croiseur vira brutalement sur bâbord. Manœuvre d'urgence. Sa barre fut mise à l'angle maximum. Les 8000 tonnes du navire de guerre gitèrent. La première torpille passa 45 mètres devant sa proue. La seconde manqua la poupe. La troisième passa en dessous sans détonner. Les exploseurs à contact des torpilles Mark 15 avaient un taux d'échec de 40%. Le Roberts venait de tirer 3 ratés, mais Copeland avait obtenu quelque chose de plus précieux qu'un impact. Le Chikuma s'était détourné des porte-avions, avait interrompu sa course d'attaque. Le croiseur lourd se dirigeait maintenant vers le nord-ouest, loin de la Taffy 3. Il avait perdu 5 minutes de poursuite, 5 minutes que les porte-avions d'escorte pouvaient utiliser pour fuir vers le sud, 5 minutes de plus près d'un sauvetage potentiel par la flotte de l'amiral Halsey. À 7h45, le Roberts émergea de l'écran de fumée. Le Chikuma avait achevé son virage et repris sa route vers les porte-avions. Il était maintenant à 7300 mètres, trop loin pour une nouvelle attaque à la torpille.
Copeland ordonna à Burton d'ouvrir le feu avec le canon avant de 127 mm. Le poste de tir pivota vers la cible, pointa à la portée maximale. Tira. Le premier obus quitta le canon à 792 mètres par seconde. Temps de vol. 12 secondes. L'obus atterrit 360 mètres en deçà. Burton ajusta le pointage. Tira de nouveau. Cette fois, l'obus atterrit 180 mètres en deçà. Troisième coup, il éclaboussa près de la proue du Chikuma. Quatrième coup, touché. L'obus frappa la superstructure avant du Chikuma, pénétra, détona à l'intérieur. De la fumée s'échappa du point d'impact. L'équipage de Burton s'installa dans un rythme. Charger, refouler, tirer. Charger, refouler, tirer. 15 coups par minute. Le canon chauffait. Le mécanisme de recul fonctionnait. Les douilles en laiton s'accumulaient à l'intérieur du poste. Après 5 minutes de tir continu, Burton avait dépensé 75 obus, 5% de sa dotation totale. Il avait touché le Chikuma. Impossible de dire l'ampleur des dégâts. Le croiseur tirait toujours, se rapprochait toujours des porte-avions. À 7h52, le Chikuma déplaça son tir des porte-avions vers le Roberts. Des obus de 203 mm commencèrent à atterrir tout près, très près. L'un explosa à 27 mètres sur bâbord. Des éclats criblèrent la coque du Roberts. Un autre atterrit à 18 mètres sur tribord. L'onde de choc fit tanguer le navire. Un troisième obus frappa l'eau à 9 mètres de la proue. La gerbe inonda le poste de tir avant. L'eau de mer déferla par les sabords. L'équipage de Burton continua de tirer. L'eau clapotait autour de leurs pieds. Le mécanisme du canon était conçu pour fonctionner mouillé. Il le fallait. Les destroyers opéraient par tous les temps, toutes les conditions de mer. L'équipage s'était entraîné aux inondations simulées. Ce n'était pas une simulation, c'était le combat. Et les Japonais ajustaient de leurs tirs. À 8h03, le destroyer Johnston fut touché par le cuirassé Congo. Un obus de 356 mm, impact direct sur sa passerelle. L'explosion tua son officier en second et blessa son capitaine. La vitesse du Johnston tomba à 31 km/h. La direction fut transférée à la barre arrière. Le destroyer continua de tirer. À 5 km au nord, le destroyer OL engageait le croiseur lourd Aguro. Le OL avait déjà subi de multiples impacts. Son poste de tir avant était détruit. La salle des machines numéro 3 était inondée. Il avançait à 28 km/h sur un seul moteur. Le Roberts était encore intact, encore à 52 km/h, tirait encore sur le Chikuma, mais les munitions s'épuisaient. Après 18 minutes de tir continu, Burton avait dépensé 270 obus du canon avant, 90% des munitions de ce poste. Il lui restait 34 obus. Au rythme de tir actuel, cela lui donnait 2 minutes et 16 secondes avant que le canon avant ne soit à sec. À 8h07, Copeland ordonna à Burton de déplacer le tir sur une nouvelle cible. Le croiseur Lourton s'était rapproché à 6400 mètres, plus près que le Chikuma, plus dangereux. Le Tone montait 8 canons de 203 mm. Il tirait sur le porte-avions d'escorte Gambier Bay. Les obus tombaient près du porte-avions, se rapprochant à chaque salve. Burton fit pivoter son poste de tir sur le nouveau relèvement, pointa pour 6400 mètres, tira. L'obus traça un arc vers le Tone, tomba court, ajusta, tira de nouveau. Touché. L'obus frappa la tourelle numéro 2 du Tone, pénétra la face blindée, détona à l'intérieur. La tourelle cessa de tourner, cessa de tirer. Burton venait de neutraliser un quart de la batterie principale du croiseur avec un canon de 127 mm qui n'était pas censé pouvoir endommager des croiseurs. À 8h10, le canon avant du Roberts tira son dernier obus. 304 obus dépensés. Le tube était brûlant. Le métal rougeoyait. Le mécanisme de recul commençait à lâcher. Les ressorts comprimaient au-delà des limites de conception. L'huile fumait dans le récupérateur. L'équipage de Burton avait poussé le canon au-delà de toutes les spécifications établies par la marine. Maintenant, ils avaient fini. Le poste avant n'avait plus de munitions. Le poste de tir arrière, sous les ordres du matelot de 3e classe, Paul Henry Carr, avait encore des munitions, 325 obus. Carr avait 20 ans, originaire de Chattanooga, Oklahoma. Il s'était engagé dans la marine en mai 1942. Formé comme artilleur à Great Lakes,
affecté au Roberts en avril, 6 mois plus tôt. C'était sa première action de surface. Son équipage de canon se composait de 10 hommes, âge moyen 21 ans. Ils tiraient sans interruption depuis 7h45, 25 minutes, 324 obus dépensés. Il restait un obus. À 8h15, la chance du Roberts s'épuisa. 3 croiseurs lourds japonais l'avaurent encadré. Le Chikuma au nord, le Tone au nord-est, le Haguro au nord-ouest. Ils se rapprochaient. 5500 mètres, 4600, 3700. Le Roberts manquait d'espace de manœuvre, manquait de fumée, manquait de temps. Et il allait encaisser son premier impact. À 8h20, un obus de 203 mm du Chikuma frappa le Roberts au milieu du navire, côté bâbord. L'obus pénétra le blindage mince de la coque, traversa la cuisine, ressortit par le côté tribord sans détonner, perçant un trou de 90 cm de large. L'eau de mer commença à envahir les ponts inférieurs. Les équipes de contrôle des avaries se précipitèrent pour colmater la brèche, bourrèrent des matelas dans les trous, étayèrent les cloisons gondolées. Le Roberts prit une gîte de 5 degrés sur bâbord. 2 minutes plus tard, un deuxième obus frappa. Celui-ci détonna. L'explosion déchira le compartiment de l'équipage, tua 6 hommes instantanément, rompit des conduites de vapeur. De la vapeur surchauffée emplit le couloir, brûla 4 autres marins. La vitesse du Roberts tomba à 44 km/h, puis 37. Une chaudière était hors service. Trowbridge luttait pour maintenir l'autre en marche. À 8h25, le poste de tir arrière de Paul Carr perdit l'alimentation électrique. Le moteur qui faisait pivoter le poste s'arrêta. Le refouloir hydraulique qui chargeait les obus s'arrêta. Le mécanisme de mise à feu mourut. Le poste était maintenant actionné manuellement. L'équipage de Carr s'était entraîné pour cela. Chaque équipage d'escorteurs d'escadre s'entraînait pour les dommages de combat. Ils savaient comment faire fonctionner le canon sans électricité. Cela prenait juste plus de temps. L'opération manuelle nécessitait de la force musculaire. Le pointeur et le conducteur de tir tournaient le poste à la main pour viser les cibles. Le chargeur et le refouloir soulevaient manuellement chaque obus de 24 kg, le refoulaient dans la culasse à la main. Le chef de pièce déclenchait manuellement le percuteur. La cadence de tir tomba de 15 coups par minute à 6, peut-être 7 si l'équipage était rapide. L'équipage de Carr était rapide. Ils continuèrent à tirer, tournant le poste vers le Tone, chargeant un obus, le refoulant, tirant. Le mécanisme de recul absorbait 8 tonnes de force vers l'arrière. Le poste tremblait. Les tôles du pont se tordaient, chargeaient un autre obus. Refoulé, tiré, 6 coups par minute. Le tube du canon rougeoyait maintenant. La chaleur irradiait à travers le poste. La température à l'intérieur atteignit 55 degrés Celsius. L'équipage était trempé, de sueur, d'eau de mer, des quasi-impacts, de vapeur des conduites rompues en dessous. À 8h30, le désastre frappa le poste arrière. Une charge propulsive s'enflamma spontanément à cause de la culasse surchauffée. L'explosion déchira le poste de tir, tua 3 hommes instantanément, en blessa 7 autres. Des éclats déchiquetèrent l'intérieur. Le souffle projeta Carr en arrière contre la cloison. Un morceau de métal déchiqueté le toucha du cou à l'aine, l'ouvrit en deux. Il tomba, atterrit sur le pont. Ses intestins étaient exposés, il était mourant. Mais Carr n'avait pas fini. Il regarda le râtelier à munitions. Il restait un obus, la dernière cartouche du magasin. Il rampa vers lui, l'attrapa. 24 kilogrammes. Il ne pouvait pas le soulever seul, ne pouvait pas se lever. Il tint l'obus contre sa poitrine. Le sang jaillissait de la blessure. Il regarda la culasse, regarda son équipage. Il devait charger cet obus. Continuer à tirer. Le matelot mécanicien de 2e classe Chalmer Gohan trouva Carr tenant l'obus, suppliant de le charger. Gohan prit l'obus des mains de Carr, essaya de l'éloigner du poste de tir détruit. Carr refusa de bouger. Il continuait de pointer la culasse, continuait d'essayer de faire comprendre à Gohan. Charge l'obus, tire le canon, continue à te battre. Gohan posa l'obus, traîna Carr loin du poste. Le canon était détruit, la culasse était fracassée, le mécanisme de mise à feu avait disparu. Il n'y avait aucun moyen de tirer ce dernier obus. Carr ne comprit pas, ou peut-être comprit-il et s'en fichait. Il mourut 5 minutes plus tard,
essayant encore de retourner à son canon. À 8h35, le Roberts reçut un autre impact. Un obus de 356 mm, soit du Congo, soit du Haruna. Les deux cuirassés tiraient sur l'escorteur d'escadre. L'obus massif frappa le côté tribord, pénétra la salle des machines numéro 2, détonna à l'intérieur. L'explosion déchira un trou de 12 mètres de long sur 3 de large dans la coque. L'eau de mer se rua à l'intérieur. La salle des machines fut inondée en 30 secondes. 8 hommes furent tués instantanément. La vitesse du Roberts tomba à 18 km/h, puis 9, puis mort dans l'eau. Copeland ordonna à tout l'équipage restant de monter sur le pont. Le navire était mourant. Plus de puissance, plus de direction. 90 cm d'eau dans les ponts inférieurs. Des incendies brûlaient dans 4 compartiments. Le Roberts s'enfonçait par la poupe. Il coulait. À 8h45, d'autres obus frappèrent. Des projectiles de 152 mm du croiseur léger Noshiro. Des obus de 203 mm du Haguro. Les Japonais pilonnaient l'escorteur d'escadre sans défense. Chaque impact tuait plus d'hommes, en blessait davantage. Le Roberts était devenu une cible stationnaire. À 9h10, Copeland donna l'ordre d'abandonner le navire. 115 hommes étaient déjà morts ou portés disparus. Les 109 marins restants commencèrent à passer par-dessus bord. Ils avaient 3 radeaux de sauvetage gonflables. 2 avaient été détruits par les tirs d'obus. Il en restait un, conçu pour contenir 16 hommes. Ils mirent les blessés dans le radeau. Tout le monde alla à l'eau. 3 filets flottants dérivaient à proximité. Des hommes s'y s'accrochèrent à tout ce qui flottait, des morceaux de débris, des douilles vides, des planches de bois. À 9h35, le Roberts gîta sur bâbord. Sa proue s'éleva hors de l'eau, pointa vers le ciel. La poupe était déjà sous l'eau. Il resta là 10 secondes, puis glissa sous la surface. La poupe la première, la proue suivit. 93 mètres de navires de guerre disparurent dans la mer des Philippines. Il coula par 1100 mètres de fond, la plus grande profondeur à laquelle un navire de guerre américain ait jamais été coulé au combat. 109 hommes étaient à l'eau. Beaucoup étaient blessés. Brûlures, plaies d'éclat, fractures. Tous étaient couverts de mazout. L'épais mazout noir des réservoirs de carburant rompus du Roberts. Le mazout recouvrait tout, entrait dans leurs yeux, leur bouche, leurs poumons. Certains hommes vomissaient, d'autres étaient inconscients. La température de l'eau était de 29 degrés Celsius, assez chaude pour survivre. Pendant un moment, ils n'avaient pas de nourriture, pas d'eau douce, aucun secours en vue. La bataille faisait encore rage autour d'eux. Des navires de guerre japonais passèrent. Aucun ne s'arrêta pour les repêcher. À 9h45, l'amiral Takeo Kurita ordonna à la force centrale japonaise de se retirer. Ses croiseurs avaient subi de lourds dégâts de la part des destroyers et des avions. Le Chokai était mort dans l'eau. Le Chikuma était en feu. Les torpilles du Suzuya avaient explosé à cause d'un quasi-impact. La proue du Kumano avait été arrachée par une torpille. 3 croiseurs lourds gravement endommagés. Kurita croyait combattre des porte-avions de flotte et des croiseurs lourds. Son état-major continuait d'insister sur le fait qu'ils affrontaient la 3e flotte de l'amiral Halsey. Ils avaient tort. Les porte-avions d'escorte de la Taffy, 3 étaient des coques de Liberty Ships avec des ponts d'envol. Les destroyers étaient des boîtes de conserve avec des canons de 127 mm. Mais la confusion sauva la flotte d'invasion américaine. Les Japonais firent demi-tour vers le nord, repartirent vers le détroit de San Bernardino. La bataille au large de Samar était terminée. 3 navires américains avaient été coulés. L'escorteur d'escadre USS Samuel B. Roberts, les destroyers USS Johnston et USS Howell. Le porte-avions d'escorte USS Gambier Bay avait chaviré sous les tirs des canons de 460 mm du Yamato. 1277 marins américains étaient morts ou portés disparus, 1000 autres blessés. Mais la flotte d'invasion du golfe de Leyte avait survécu. Les troupes de MacArthur continuaient de débarquer. Les approvisionnements continuaient d'affluer à terre. Les Japonais avaient perdu leur dernière chance d'arrêter la campagne des Philippines. À l'eau au large de Samar, 109 survivants du Roberts dérivaient. La bataille s'était éloignée vers le nord, puis hors de vue. Le silence s'abattit sur l'océan.
Plus de moteur, plus de coups de feu, juste des vagues clapotant contre les gilets de sauvetage. Les hommes se regroupèrent autour du seul radeau de sauvetage et des 2 filets flottants. Les blessés étaient dans le radeau. Tous les autres s'accrochaient au bord ou se cramponnaient au filet ou flottaient simplement à proximité avec leurs gilets. Ils s'étendirent sur 400 mètres d'océan. Petit groupe, 2 hommes, 5 hommes, 10, essayant de rester ensemble, essayant de ne pas se disperser. Le mazout était le pire. Il recouvrait leur peau, leurs cheveux, leur visage, l'épais pétrole brut des réservoirs de carburant rompus du Roberts. En avoir dans les yeux provoquait une cécité temporaire, une douleur brûlante et cuisante. En avoir dans la bouche provoquait des vomissements, des hauts le cœur. Certains hommes ne pouvaient pas arrêter de vomir. Ils s'affaiblissaient à chaque heure, déshydratés. Le soleil montait plus haut. La température dépassa 32 degrés Celsius. Les hommes n'avaient pas d'ombre, pas d'eau, pas de nourriture. Les blessés souffraient. Les brûlures s'infectaient en quelques heures dans la chaleur tropicale. Les plaies ouvertes exposées à l'eau de mer, au mazout, aux bactéries. À 14 heures, le 25 octobre, les requins arrivèrent. Des petits d'abord, 1,80 m, des requins à pointe noire. Ils tournèrent autour des survivants, heurtèrent les hommes. Ils sondaient, testaient. Un marin enleva ses vêtements imbibés de mazout pour nager plus facilement. Mauvaise décision. La peau blanche exposée attira l'attention d'un requin. Il poussa sa jambe plus fort. L'homme paniqua, remonta sur le filet flottant, se coupa les mains sur la corde rugueuse. Plus tard, de plus gros requins apparurent. 2,40 mètres, 3 mètres. Des requins tigres, des requins bulldogs. Ils s'approchèrent plus près, plus agressifs, plus intéressés. Les survivants ne purent confirmer si des requins avaient tué quelqu'un, mais 2 hommes disparurent pendant la première nuit. Juste disparus. Les autres entendirent des éclaboussures, de l'eau agitée, puis le silence. Personne ne voulait penser à ce que cela signifiait. La nuit apporta le froid. Un froid relatif. La température de l'eau descendit à 25 degrés Celsius. Pas dangereuse, mais inconfortable. Après 12 heures d'immersion, les hommes grelottaient. L'hypothermie s'installa pour les blessés, leur température interne chutant. 3 autres moururent pendant la première nuit. Blessures, chocs, exposition. Leurs corps furent éloignés du radeau, dérivèrent dans l'obscurité, disparurent. Le 26 octobre apporta plus de soleil, plus de chaleur. La déshydratation était maintenant critique. Certains hommes hallucinaient, voyaient des navires qui n'étaient pas là, voyaient la terre à l'horizon, voyaient des avions de secours. D'autres étaient inconscients, les lèvres gercées et saignantes, la langue enflée. 5 autres moururent le 2e jour. Leurs corps rejoignirent les autres, dérivant dans la mer des Philippines. Copeland garda ses hommes ensemble, les fit parler, les maintint éveillés. S'endormir signifiait la mort, signifiait glisser sous l'eau, se noyer. Il organisa les survivants en groupe, assigna des chefs, les fit compter toutes les heures. Quiconque ne répondait pas était vérifié, secoué pour le réveiller, maintenu dans le groupe. 14 hommes moururent en 3 jours, mais 95 survécurent parce que Copeland refusa de les laisser abandonner. À 7h45 le 27 octobre, un patrouilleur aperçut les survivants. Le PC 1119 escortait 5 barges de débarquement d'infanterie au nord de Samar. Le guetteur vit quelque chose dans l'eau, des débris, des corps, puis des gilets de sauvetage. Le patrouilleur s'approcha prudemment. On savait que des survivants japonais faisaient le mort pour attaquer les sauveteurs. Le patrouilleur s'arrêta à 45 mètres, appela, demanda qui avait gagné les World Series. Une voix américaine répondit « Les Cardinals de Saint-Louis ». Le patrouilleur s'approcha. Le sauvetage prit 4 heures. 95 hommes repêchés. 50 heures après que le Roberts eut coulé. Certains ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas se tenir debout, durent être portés à bord. Tous furent traités pour déshydratation, brûlure, blessure, infection, intoxication au mazout. Les cas les plus graves furent transférés au navire-hôpital Comfort qui fit voile vers Hollandia. Les autres allèrent à Leyte, puis à San Francisco à bord du transport Lurline. Ils arrivèrent le 4 décembre, 3 semaines avant Noël.
La bataille au large de Samar devint connue comme la plus grande résistance de l'histoire navale. 7 petits navires avaient repoussé 23 navires de guerre, sauvé toute une flotte d'invasion, évité un désastre qui aurait pu prolonger la guerre du Pacifique de plusieurs mois. L'amiral Chester Nimitz l'appela « la plus belle heure de la marine ». L'historien Samuel Eliot Morison écrivit qu'aucun engagement de l'histoire navale ne fit preuve de plus de bravoure. Le Roberts reçut la Presidential Unit Citation, Copeland reçut la Navy Cross, Paul Carr reçut la Silver Star à titre posthume. En 1985, la marine mit en service la frégate lance-missiles USS Carr, nommée d'après l'artilleur mort en tenant son dernier obus. En 1982, la frégate USS Copeland fut mise en service, nommée d'après le capitaine qui mena son équipage contre une force impossible. En juin 2022, l'explorateur Victor Vescovo trouva le Roberts par 6895 mètres de fond, 4,3 miles, l'épave la plus profonde jamais découverte, plus profonde que le Titanic. L'épave repose droite, la proue séparée de la poupe par l'impact, mais reconnaissable. Le poste de tir où Carr est mort est toujours là, visible dans les images, silencieux, attendant. Le dernier survivant, Alved Lenore, est mort le 20 mars 2022, à l'âge de 97 ans, 3 mois avant qu'il ne trouve son navire. C'est l'histoire de l'escorteur d'escadre qui s'est battu comme un cuirassé. Le petit navire qui a chargé le Yamato, l'équipage qui a refusé de se rendre même quand la survie était impossible.